Bonjour, dans le cadre de la troisième édition de la Semaine de la santé durable, j'ai l'immense plaisir de discuter avec des pionniers et des pionnières de la santé publique au Québec. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une personne à qui nous devons beaucoup. Il s'agit en fait du docteur Rémi Trudel. Rémi, comment allez-vous? Ben, très, très, très bien. Oui. Malgré les avatars de la température, de toute espèce d'accident, il y a toujours moyen parce il y a toujours quelque chose de bon dans des situations critiques, comme par exemple avoir 2 ans de pandémie, ben, ça nous habitue, hein, à avoir une posture mentale qui nous rend plus tolérants, plus ouverts et profiter des éléments nous ont davantage favorables. Ah oui, complètement, hein. Alors, ben, Rémi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vous connaissent très bien, d'autres personnes en fait qui vous connaissent un peu moins. On vous doit la loi sur la santé publique, alors que vous étiez ministre de la Santé et des Services sociaux à l'époque. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours et ce que vous faites désormais? Oui, ben moi, je suis un enseignant, professeur de carrière, hein, mais je n'ai pas enseigné d'un très grand nombre d'années, sinon 7 ou 8 ans. J'ai fondé une université avec des équipes là, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la dernière des universités au Québec en vertu de la loi de l'Université du Québec. Pour l'avoir dirigée comme recteur pendant 10 ans, ensuite de ça, je me suis investi du côté politique et j'ai passé 15 années à l'Assemblée nationale, dont une douzaine d'années à titre de ministre de différents ministères, en commençant par les affaires municipales, en passant par l'agriculture, les pêcheries, l'alimentation, mais surtout, au tournant de l'année 2000, le ministère de la Santé et des Services sociaux, là, celui qui encore aujourd'hui prend 50% de toutes les ressources de l'État en matière de santé et services sociaux. Bon, alors, j'y serai à l'Assemblée nationale jusqu'en 2003 et subséquemment, je vais continuer ma carrière d'éducateur de professeur à l'École nationale d'administration publique. J'y suis professeur invité depuis 2003 et avec grand bonheur permet maintenant aussi de faire des interventions dans le monde médiatique pour les différents aspects qui concernent la population, les régions et la condition de ces populations. Voilà. C'est un parcours extrêmement riche. En tout cas, je pense que c'est vrai que personne ne connaît un peu cette histoire de la loi sur la santé publique, hein, qui Oui. a pourtant régi les dernières années au Québec et puis en fait dans le monde à travers leur propre loi, bien sûr, hein. Mais est-ce qu'on peut en savoir davantage sur comment c'est arrivé en fait cette loi sur la santé publique? Alors, j'ignorais moi-même toutes ces dimensions de la santé publique lorsque je suis arrivé au ministère, mais j'ai eu, comme dans tous les ministères, lorsqu'on veut écouter, hein, lorsqu'on veut écouter, eh ben, on a des sous-ministres, des sous-ministres, docteur Massé, par exemple, à la santé publique, hein, directeur, pas le directeur à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'officier national au niveau de la santé publique. Alors, docteur Massé, qui me sensibilise comme ministre au fait que la loi sur les unités sanitaires n'a plus sa pertinence et il faut maintenant la moderniser dans une loi sur la santé publique. Et dans ce contexte-là, on m'explique aussi, argument massu du docteur Massé, qu'il va y avoir une pandémie. Hein? Alors, en 2000, là, dire il va y avoir une pandémie, c'est comme 1984 d'Orson Welles. Là, on dit oui, oui, ben regarde, c'est ça, ça va arriver. Non, on me sensibilise en disant il va y avoir une épidémie, une pandémie, on ne sait pas quand, mais il va y en avoir une. Et on peut vous dire qu'avec les données de l'Organisation mondiale de la santé, ça devrait y avoir 30 000 morts au Canada en pareille matière. Alors là, j'ai dit donc, la conclusion, c'est qu'est-ce que vous demandez à votre ministre de la Santé publique, là, à votre ministre, pardon, de la Santé et des Services sociaux? Et la réponse, c'est donnez-nous une loi sur la santé publique qui nous permet d'intervenir en prévention, en programme et aussi en intervention lorsqu'il y a des cas ou des situations qui se profilent à l'horizon et pour lesquels on a des éléments scientifiques de connaissance. Là. Alors, il faut qu'on se dote de cette loi-là. Alors, ce faisant, je dis, bon, ben, attablons-nous, hein, on est en 2000, et préparons cette loi, cette nouvelle loi sur la santé publique avec le mordant que vous suggérez qu'est cette loi-là, parce que nous avons affaire ici à des situations pour lesquelles on n'a pas d'outils.
en termes de prévention, en termes de contrôle, en termes d'intervention. Alors, c'est ça qui va donner naissance là, au projet de loi 36, là, et je dois dire, bien honnêtement, qu'il y avait pas mal de monde dans tous les horizons là, qui faisait, qui gageait pas bien fort sur le fait de l'adoption de cette loi-là. Parce que la santé publique est toujours l'enfant pauvre de la santé et des services sociaux. Hein? D'aucuns affirment d'ailleurs que c'est le ministère de la maladie, que ce n'est pas le ministère de la santé et des services sociaux. C'est d'autant plus vrai donc en matière de santé publique si on n'a pas les instruments, les outils pour la prévention, de l'intervention et aussi des contrôles, eh bien, on ne pourra pas y arriver. Alors, ça a donné ce projet de loi 36 qui, un peu à ma surprise d'ailleurs, je dois bien le dire, là, hein, mais avec la compétence des sous-ministres qui avaient préparé ce projet de loi-là, eh bien, j'ai pu la faire adopter au mois de décembre au Conseil des ministres et plus tard, en juin, le faire adopter par l'Assemblée nationale. Cette loi sur la santé publique, elle comportait une première dimension, je dirais, entre guillemets, révolutionnaire, la création du poste de directeur national de la santé publique. Hein? Le directeur national de la santé publique avec des pouvoirs extraordinaires. Extraordinaires. On peut même dire que les pouvoirs du directeur national de la santé publique, là, ils vont même au-delà de l'Assemblée nationale parce que disons, illustration, il peut même ordonner l'arrêt de l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale parce que cela constituerait un danger pour la santé publique ou n'atteindrait pas les objectifs de prévention. L'autre dimension aussi extrêmement importante, c'était de donner les pouvoirs aux directeurs régionaux de la santé publique, les mêmes pouvoirs que le directeur national de la santé publique. On verra dans la pandémie qui est arrivée, donc 2020, hein, on verra que, par exemple, Dr Drouin, de la Direction de la santé publique de Montréal va utiliser cet article de loi-là pour prendre des mesures qui s'appliquent distinctement à la région de Montréal, à sa région socio-sanitaire. Pourquoi? Parce que, évidemment, eh bien, le contexte n'est pas tout à fait le même que la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on va donner aux directeurs régionaux de la santé publique les mêmes pouvoirs extraordinaires du directeur national de la santé publique, et puis faire en sorte qu'on ait un résultat en termes aussi de développement, de programmation en vue de prévenir. En vue de prévenir. La loi va cependant, encore aujourd'hui, on peut le dire, va comporter une certaine faiblesse, c'est-à-dire fixer des objectifs de résultats, les rendre publics et expliquer pourquoi on a atteint ou pas atteint les objectifs atteints. On s'est fié plus largement à ce qui est la principale responsabilité de la gouvernance en espace démocratique, c'est-à-dire une loi définit les objectifs aux législateurs et aux législateurs de définir les programmes pour en arriver à l'application. Dans ce contexte-là, entre 2001 et 2020, les gouvernements n'ont pas procédé à l'adoption des programmes pour en arriver à rencontrer les objectifs de la loi, particulièrement en termes de prévention. Il va y avoir même plus grand malheur, laissant la partie gestionnaire à la responsabilité gouvernementale, eh bien, au tournant des années 2017-2018, on va même réduire de 30% les budgets de la santé publique parce qu'en période de restriction, on a toujours tendance à prendre soin de ce qui saigne, puis laisse faire ce qui ne saigne pas. En pensant que parce que ça ne saigne pas à nos yeux, hein, que c'est moins important, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Mais les gouvernements, là, hein, les gouvernements successifs n'ont pas été avisés de faire adopter les programmes nécessaires. Et puis là, il faut distribuer les blâmes, disons. Même les oppositions pendant cette vingtaine d'années-là, ne sont pas intervenus en faveur de cette dimension assez orpheline de la santé publique. Aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a un très grand nombre de problèmes auxquels on a à faire face qui sont dus
justement à ces manquements, à cette carence de programmation pour épouser les objectifs et les outils qui étaient prévus en termes de pouvoir pour la santé publique dans la loi 36, la loi sur la santé publique. Alors, c'est pour ça qu'on constate que devant ces grands malheurs qui nous affectent en quelque sorte, eh bien là, on vient d'avoir en 2023 des engagements, 2022-2023, des engagements gouvernementaux de réviser cette loi-là. Alors là, il faudra bien s'éclairer à la lumière de ce qui s'est passé, des grands pas qu'on a fait en termes de sécurité au niveau de la santé publique, mais il faut aller plus loin, beaucoup plus loin en termes de programmation et de résultats obligatoires recherchés. D'ailleurs, ajoutons à cela cette loi-là sur la santé publique, elle fait école dans beaucoup de pays dans le monde. J'ai prononcé moi-même au moins une quinzaine de conférences sur, par exemple, comment j'avais réussi à faire adopter un article de loi qui prévoit que le directeur national de la santé publique peut interrompre le processus d'adoption d'une loi, ou même les directeurs régionaux peuvent intervenir dans ce sens-là. Ils ont les mêmes pouvoirs. Alors, je leur ai toujours dit que peut-être que le législateur, le Conseil des ministres, n'avait pas lu attentivement tout le texte, mais l'important, c'est le résultat. C'est le résultat. Ouais, et surtout, dans une révision de la loi, il faudra impérativement protéger cet article-là et les pouvoirs, tout comme il faudra rallonger sur une dimension qui a été mise à l'épreuve pendant la pandémie, c'est-à-dire la distinction entre la direction et la santé publique et le pouvoir politique. Il s'est présenté des situations-là qui demandent analyse parce que la loi ne prévoit pas cette économie générale de la santé publique et des pouvoirs politiques. C'est deux éléments distincts. C'est pourquoi on a voulu avoir un directeur national de la santé publique distinct du législateur. Alors, je pense que pour l'histoire, ça capsule bien là, ce qui s'est passé. C'est surtout qu'on pourrait y passer des heures, parce qu'encore une fois, on a vécu de l'application, comme vous dites, on a vécu aussi pendant les 20 dernières années la non-application de cette loi-là, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup dire, et puis j'aime beaucoup le terme que vous utilisez, ministère de la maladie, parce qu'on est vraiment en présence en fait, d'un ministère qui est là pour soigner les personnes malades. On n'est pas là forcément en fait pour éviter la maladie, on la traite de manière générale. Et ce qui est fantastique, c'est que vous avez eu la vision de vouloir transformer ce ministère de la maladie vers un ministère de la santé en faisant en sorte justement que la santé publique soit plus forte. Donc ça pour moi, je pense que pour vous c'est une fierté à vous entendre parler déjà, en tout cas la loi sur la santé publique c'est une fierté. Est-ce qu'il y a dans votre parcours une autre fierté? Vous avez parlé de l'U4. Vous parlez de l'ENAP aussi, en fait, actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses desquelles vous êtes fiers? Un projet, une vision de laquelle vous êtes fiers aujourd'hui? Ben, il y a un autre élément de mes différents mandats que j'ai exercés à titre de ministre au sein du gouvernement, qui est très loin en somme, de la santé publique en soi ou de la santé des services sociaux. Tout ce monde de la production agricole, de la production agroalimentaire. Une des fiertés, c'est d'avoir mis sur pied la financière agricole du Québec, c'est-à-dire une entreprise d'État qui, pour la première fois dans l'histoire du Québec, on crée une société d'État avec des fonds de 700 millions par année garantis par loi pour 7 ans, mais surtout que l'entreprise de cette société d'État allait être confiée au président d'un syndicat. Le syndicat de l'Union des producteurs agricoles du Québec. L'État partenaire, ça c'est un objet de fierté. L'intelligence est assez bien répartie chez tous les Québécois. Alors, quand on a des intelligences dédiées au collectif comme les producteurs agricoles, ben, on peut leur faire confiance. Et une de mes fiertés, c'est d'avoir mis sur pied la financière agricole du Québec. Et puis en fin de mandat, je dirais, bien sûr, encore à l'École nationale d'administration publique, on est dans une telle tendance maintenant de communication que j'ai créé au sein de cette université 2 cours, gestion participative et défense des droits. Parce qu'on a tendance un peu là, à oublier cette caractéristique du modèle québécois, la gestion participative et la défense des droits. Par ailleurs,
aussi un monde de communication publique, interaction média et aussi prise de décision, parce que nos prises de décision sont très influencées et on peut influencer la prise de décision par une habile utilisation de la communication. Alors, avec ça, là, je pense qu'on en a assez et puis on peut continuer à l'École nationale d'administration Complètement. publique de faire d'autres interventions. Et puis pour le volet agronomique, moi je tiens à vous remercier parce que je suis ingénieur agronome, donc justement en fait Ah! ça fait partie de nos vies, de nos quotidiens, donc merci et bravo. Euh, on va terminer avec une question. Moi, je pense qu'on pourrait passer des heures à parler de Ouais, santé publique avec vous, et puis mais vous êtes une personne de vision. euh, la vision, elle était là en fait au cours des dernières années quand vous avez créé cette loi-là, quand vous avez créé en fait l'ensemble de ces projets. Qu'est-ce que ça nous prend aujourd'hui en fait pour que la vision initiale arrive à vraiment percoler? Comment on fait en sorte justement, vous avez parlé en fait de transformer cette loi en fait pour qu'elle elle s'applique naturellement plutôt que d'être forcée constamment. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses en fait en tant que visionnaire que vous envisagerez pour la santé publique que l'on devrait mettre en place dès maintenant? ben d'abord, donc, réviser la loi avec des objectifs de résultats et d'évaluation et de mesure. Mais plus que cela, ça là, ça va être une bataille. Il faut que la loi introduise la notion d'un pourcentage du budget consacré à la santé et aux services sociaux à la Mmh. santé publique. Il faut Mmh. qu'il y ait, je fais allusion à ce que, au monde agricole, justement. On a établi dans une loi que l'État, pour soutenir la production bioalimentaire, on allait investir par loi, là, 710 millions de dollars par année pour 7 ans et que c'est aux producteurs et aux partenaires à décider. Moi, je pense que dans la prochaine loi sur la santé publique, on doit inclure qu'il y aura, bon an, mal an, indépendamment des différents gouvernements qui seraient en place, un pourcentage du budget à la santé, aux services sociaux qui soit obligatoirement consacré à la santé publique. Sans ça, là, on va toujours demeurer, ou enfin, le risque de demeurer un peu l'enfant pauvre, parce qu'encore une fois, expression bien éclairante, parce que ça ne saigne pas. Parce que ça ne Mmh. saigne pas. Et là, ce serait, on néglige parce que ça ne saigne pas. Non, on le sait, ça finit par saigner. Ça finit par saigner. Bon, alors, il faudrait que dans la loi, on dise un pourcentage à déterminer, hein, avec l'État, un pourcentage qui sera consacré, qui devra être consacré à la santé publique, aux Mmh. différents programmes et à la mise en place de ces programmes-là. Puis, avec l'obligation de résultats et d'évaluation, il n'y a personne qui a envie de dire donnez-nous l'argent, puis on va s'enfuir avec Complètement. sans rendre des comptes. Non, une reddition de comptes, tout le monde est prêt à cela, mais Ouais. on a aussi une obligation de moyens, hein, l'obligation de résultats, mais l'obligation de moyens également. Mmh. Si ça arrive, la loi 36, là, la loi sur la santé publique aura connu son succès jusqu'à son terme. Ah, c'est fantastique. Ben, Rémi Trudel, moi, premièrement, on a besoin de visionnaires comme vous. Puis c'est la raison pour laquelle justement on vous parle, et puis on a parlé aussi avec d'autres personnes qui étaient là au début, justement en fait de la santé publique au Québec, et puis qui sont là aujourd'hui en fait pour faire en sorte justement qu'on ait une vision qui dépasse ce qu'on a aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Euh, Le seul regret que j'ai, c'est que oui, ni vous ah, ni des moi regrets. ne Allons-y pouvons, sur des des regrets. regrets, ni vous ni moi n'avons la chance d'être entendus par Jean Rochon. C'est ça le regret de dire. Jean Rochon, au plan québécois, au plan canadien, au plan national, au plan international, est une sommité euh, euh, qui a influencé, qui a influencé tout ce qui se passe, qui n'ont pas toujours suivi ses conseils et ses avis, mais qui a jamais dévié, mais jamais dévié sur la nécessité de la prévention du travail communautaire, Ouais. de l'intervention communautaire pour réaliser. Ça, c'est le seul regret. Quand on l'a vu, quand il a quitté la planète, là, hein, je me souviens encore du témoignage, justement, du docteur Richard Massé, qui a travaillé intensément quand j'y étais avec le docteur Rochon. Je regrette même encore que le Québec n'ait pas trouvé encore une façon marquante
pour faire en sorte que ce soit reconnu, sa Mmh. compétence et toute l'œuvre du docteur Rochon, là. Mais en posant des actions sur la prévention puis des Ouais. modifications des lois, eh bien, cette chose-là de reconnaissance par l'histoire viendra bien à son jour, viendra bien à jour et à son jour, j'en suis Ouais. convaincu. Voilà. Ben, on est complètement convaincus. Merci Monsieur Trudel. Moi, la problématique qu'on a, Rémi, c'est que votre temps est compté et puis on aura d'autres conversations qui porteront sur la santé publique, comme vous le dites. Il y a énormément en fait de choses qui vont venir d'ici les prochains mois, d'ici la prochaine année, en fait, plus particulièrement par rapport à la réouverture de cette loi-ci. Euh, je tiens à vous remercier pour votre temps, pour votre passion. Il y a des regrets, mais en même temps, il y a des choses qui sont extraordinaires. Et puis, on a eu la chance également, en fait, de rencontrer Jean Rochon par le passé aussi. Je pense que on fera en sorte d'essayer de le rendre fier au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, là, justement, pour que la santé publique soit encore plus forte, très Conti- prochainement. Très bien. On se laisse là-dessus. À très bientôt. Et puis, eh ben, on conclut, en fait, la semaine de la santé durable avec vous, Très bien. Rémi. Donc, c'est quand même l'un des plus beaux coups de cœur de cette semaine. Merci beaucoup, Rémi, pour tout ce que vous faites. Au grand plaisir. Continuons. Merci.